Voilà, donc pour parler de la qualité de l'air que nous respirons et des conséquences de cette qualité sur notre santé, des conséquences vitales, et oui, sans être trop catastrophique, on peut dire que c'est une question vitale. Nous avons réuni sur ce plateau deux expertes de deux organismes scientifiques qui sont parfaitement complémentaires. D'une part, l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, représenté ici par Laurence Rouil. Vous êtes responsable du pôle modélisation environnementale et décision de l'INERIS. Et à vos côtés, de l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale, de la santé et de la recherche médicale, Isabella Anessi Maezano, vous êtes directrice de recherche de l'équipe épidémiologique des maladies allergiques et respiratoires de l'INSERM et également de l'université Pierre et Marie Curie. J'ai tout dit ? Absolument. On va commencer par l'INERIS et Laurence Rouil parce que j'aimerais qu'on établisse un petit état des lieux. Quand on parle de pollution atmosphérique, on s'intéresse en premier lieu aux polluants, évidemment, qui ont des conséquences sur notre santé. C'est ce qui nous intéresse toujours le plus. De quels polluants parle-t-on ? Donc, pollution atmosphérique, on va parler de quelques polluants. Il y a beaucoup de polluants qui vont influencer notre santé, qui vont influencer également la santé des écosystèmes. Mais il y en a quelques-uns auxquels on va s'intéresser plus particulièrement. En ce moment, et Isabella nous dira pourquoi on s'intéresse énormément aux particules fines, ce que l'on appelle les PM2,5. Ça, c'est le nom technique. C'est le nom technique, c'est le nom qu'on retrouve de temps en temps. Ce sont les particules fines qui ont des effets sur la santé importants, tout comme l'ozone, qui est un autre polluant auquel on va beaucoup s'intéresser. On va s'intéresser aussi au dioxyde d'azote, qui a également des effets sur la santé. Et tous ces polluants sont particulièrement suivis, sont particulièrement surveillés, contrôlés, non seulement parce qu'ils ont beaucoup d'effets sur la santé, mais parce que du fait de toutes nos activités humaines, nous rejetons dans l'atmosphère ces polluants. Directement ou indirectement, mais nous sommes responsables de leur présence dans l'atmosphère. Justement, ces particules fines, par quoi sont-elles produites ? Alors, elles sont produites par tout un ensemble de sources. On va spontanément penser à l'industrie, certes, mais pas que. Elles sont produites par le trafic routier, le transport, les activités de transport, par les activités liées à nos modes de chauffage, le chauffage résidentiel, et également, là c'est peut-être plus inattendu, par l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture en certaines périodes de l'année quand même. Absolument. L'agriculture, pendant les périodes de pratiques agricoles, notamment liées à l'épandage, je parle en particulier de l'épandage d'engrais azotés, d'ammoniac, ils vont contribuer à la formation de ces particules pendant les périodes. Elles sont assez volatiles. Et absolument. Et ça se recombine avec d'autres polluants présents dans l'atmosphère, en particulier les oxydes d'azote, eux qui sont plutôt émis par le trafic. Et cette recombinaison va créer des particules en quantité extrêmement importante parfois, qui sont à l'origine des fameux épisodes de pollution dont on parle au mois de mars régulièrement depuis 2014, 2015. L'agriculture, le transport routier, parfois le chauffage résidentiel sont les principales sources de pollution que l'on va surveiller. Le petit feu de cheminée aussi qu'on aime et bien faire. Le petit feu de cheminée, oui, voilà. Oh, c'est pas cool ça. Exactement, il fait froid, c'est le mois de mars, il fait froid le soir, encore un petit peu le matin, le soir on va se faire une petite flambée et là on va créer des petites particules également et on va contribuer à la dégradation de la qualité de l'air. Moi j'aimerais montrer, qu'on montre ensemble et vous allez nous le commenter pendant ou après, une animation que vous nous avez amenée, ça concerne bien les particules fines et ça montre comment ces particules fines se propagent au niveau du globe, puisque ça concerne l'ensemble de notre planète, tout ça. Exactement, absolument. Voilà, donc on va la voir. Donc voilà, c'est une simulation que nous avons réalisée au niveau du globe, l'évolution des particules fines pendant une semaine à peu près, du 7 mars au 14 mars 2014. Et on voit en effet, plus la couleur est jaune-rouge, plus les niveaux de particules sont élevés. Et on voit bien que plusieurs pays, plusieurs continents sont concernés, en particulier l'Inde,
la Chine, l'Asie. Mais vous voyez qu'en Europe, nous ne sommes pas exempts de niveau de pollution qui augmente. Là, on est le 13 mars 2014, qui a été une journée assez marquante en termes de niveau de pollution particulière. Puis vous voyez, au gré des masses d'air, au gré du déplacement des masses d'air, des vents, eh ben, ça s'évacue pour parfois se reformer dans d'autres régions. Ça s'évacue, sauf en Inde et en Chine, là. Moi, je les vois toujours. Hein. Alors voilà, ça c'est en effet l'excellente remarque que nous montre cette animation. Il y a quand même des zones dans le monde, l'Inde, la Chine, l'Asie, l'Asie centrale également, où le fait qu'il y a énormément d'émissions liées aux pratiques, liées au fait que les technologies ne sont peut-être pas aussi avancées, les technologies de dépollution, que ce que l'on peut avoir en Europe de l'Ouest, et ben voilà, ça stagne et les populations de ces pays sont extrêmement exposées aux particules fines. D'accord, mais ça veut dire que on l'a vu là sur l'Europe, par exemple, ça se disperse à un moment donné, c'est emporté par la masse d'air. Alors là, sur ces épisodes-là, en fait, l'épisode européen est un épisode produit par les émissions européennes. Là, sur les périodes, sur ces périodes-là, il n'y a pas d'effet ou assez peu sur celui-là, assez peu marqué de transport hémisphérique. On l'a très marqué sur d'autres polluants comme l'ozone. Là, ce que l'on voit, c'est une formation à l'échelle continentale, au niveau européen, liée aux émissions européennes et aux conditions météorologiques très particulières qui sont survenues pendant cette période. D'accord, mais ça concerne d'un seul coup, comme ça, tout un continent, ça concerne l'Europe, c'est-à-dire que ça peut aller des pays de l'Est de l'Europe vers chez nous, de chez nous vers les pays de l'Est. De toute façon, voilà, au gré des masses d'air, au gré de la météorologie, on va avoir un déplacement des forts niveaux de concentration de pollution. Et c'est comme ça que l'on voit des zones clignotées. Et en effet, là où il y a de fortes émissions, mais pas que, puisqu'on peut être influencé par les émissions des autres pays et parfois de très loin. Il n'y a pas de frontières. La pollution n'a pas de frontières. Là, ce qui est inquiétant, on voit une grosse concentration sur la Chine, sur l'Inde, sur l'Asie. Oui. Est-ce que ça peut venir jusqu'à nous ? L'Afrique, oui. Est-ce que ça peut venir jusqu'à l'Europe ? Alors, il peut y avoir Alors, pour certains polluants, en fait, tout ça, ça va être lié à la durée de vie des polluants dans l'atmosphère. Les polluants dans l'atmosphère se recombinent. Il y a des processus extrêmement complexes qui font que, parfois, il y a aussi des phénomènes de dépôt. Ils se transportent ou pas. Sur les particules, en effet, ces phénomènes peuvent exister, ils sont plus présents sur des polluants comme l'ozone. L'ozone, qui est un polluant plus estival, auquel on va être exposé pendant l'été, est un polluant qui circule, c'est démontré, c'est très bien connu, qui circule au niveau de tout l'hémisphère. Et là, nous sommes, nous en Europe, directement influencés par des panaches d'ozone qui passent par les États-Unis et qui circulent au niveau de tout l'hémisphère, absolument. D'accord, Laurence, on va revenir à vous dans un instant pour voir comment tout ça évolue, parce que c'est pas figé quand même, je suppose que ça évolue, j'espère qu'il y a eu des progrès. Mais Isabella, parlons des conséquences médicales, de santé, de ce que ça provoque sur notre santé, parce qu'il y a quand même des pathologies qu'on est loin d'imaginer et qui existent aujourd'hui. On parle bien des particules fines. Hein. Oui, absolument. En fait, on est habitué à savoir que ces particules coninales provoquent des dégâts au niveau du poumon, hein, mais on est moins prêt à comprendre qu'on peut avoir des effets aussi au niveau du cœur et pas seulement. Et pourquoi d'autres organes? Parce que ces particules franchissent les barrières des alvéoles et on les retrouve dans la circulation du sang. Donc, on le retrouve ensuite dans plusieurs organes. Alors, on sait que... Ça passe à travers Oui, par les alvéoles, les fines et les plus fines, parce qu'en fait, on mesure les fines, mais toutes les très, très fines sont dedans. Hein, c'est ça le problème. Vont circuler dans l'organisme. Alors, on a nous aussi des animations, on les trouve dans le foie, dans le cerveau, dans la circulation du sang. Et alors, pour citer des pathologies qui sont connues, on a trouvé plus d'enfants qui souffrent d'une maladie de comportement qui est l'autisme, hein, et à proximité d'axes routiers où il y avait beaucoup de circulation. Mais pas seulement, il y a des maladies neurodégénératives. Et ceci en pensant à la voie
de l'inhalation. Mais maintenant, on sait aussi que ces particules, on peut les absorber par la peau. Et il y a donc des problèmes de peau, hein, l'eczéma. Ça veut dire que ces particules, elles pénètrent dans notre corps, pas seulement en inhalation, pas seulement quand on respire. La peau, elle respire, mais ça veut dire que les particules passent à travers? Oui, alors ça dépend de l'état de la peau. Une peau bien entretenue, hein, elle fait passer moins qu'une peau qui est abîmée. D'accord. Donc, ce sont malheureusement les bébés, hein, qui ont une peau plus fragile, chez lesquels on a observé des effets. Les enfants exposés à la pollution avaient plus de maladies comme l'eczéma. Hein, c'est du prurit, ce sont ces maladies de la peau avec des boutons, hein, pour parler un petit peu clairement. Et puis, la troisième voie de pénétration, c'est l'ingestion. Hein, nous, quand on respire, OK, il y a l'air qui va dans le poumon, mais parfois on avale aussi. Oui. Et alors, bon, ça a été observé seulement chez les travailleurs qui travaillaient avec le diesel, hein, qui est bien lié aux particules fines dont on est en train de parler, parce que c'est le moteur qui a une combustion qui n'est pas complète et qui engendre donc une pollution. Et ces travailleurs-là, ils souffrent plus de cancer de l'estomac que d'autres travailleurs moins exposés donc voilà une autre piste qu'on est en train d'explorer, notamment au niveau des études expérimentales chez l'animal. D'accord. Car chez l'animal, il est plus facile de vérifier certains effets. Donc 3 voies de pénétration de ces particules, et en pensant que la première, celle d'inhalation, est bien importante. D'accord. Alors, bon, pour nous, dans notre idée, comme ça, c'était essentiellement des maladies pulmonaires, notamment la bronchite chronique, ce qui est grave d'ailleurs, parce que ça fait... D'accord, c'était ça. Les maladies cardiovasculaires, on pouvait aussi un petit peu en douter, s'en douter, on en parlait aussi. Mais là, c'est un peu nouveau, on nous dit que ça touche tous les organes, ça touche aussi le cerveau. Oui. Vous dites que ça peut avoir des conséquences aussi sur l'autisme. Oui. D'accord, mais moi je me pose quand même une question. Comment on connaît ce qu'on appelle le lien de causalité entre cela et la pathologie? Parce qu'il y a peut-être d'autres causes. Absolument. Il n'y en a peut-être pas qu'une. C'est une très bonne remarque. Vous avez raison. On a des modèles, on utilise des modèles qui nous permettent de faire la part des choses. C'est-à-dire, pour vous faire un exemple simple, on va étudier des gens sains qui ne fument pas, qui ont un mode de vie qui est raisonnable, disons, qui font de l'activité physique, et on va trouver une différence au niveau de ces pathologies parmi ceux entre ceux qui sont exposés à la pollution et ceux qui ne le sont pas. Disons, ce sont des modèles qui permettent. Et ceci doit être mis ensemble aux données expérimentales, dans des conditions très contrôlées. Chez l'animal ou chez des volontaires, on arrive vraiment à déterminer le rôle propre du polluant. Voilà, donc c'est un ensemble d'arguments qui font que... Oui, j'imagine que vous ne faites pas ça au hasard quand même. Il faut remonter et rapporter les preuves et les traces et le lien, établir le lien de causalité. Et le travail que fait Laurence, parce qu'on travaille aussi ensemble, est très important parce qu'elle me permet de bien déterminer l'exposition des individus. Parce que les individus, ils bougent. Ils vont dans le métro qui est très très pollué, par exemple, ils sortent, chez eux ils allument une cheminée comme vous avez dit, donc il faut bien mesurer l'exposition des individus pour après pouvoir établir le rôle d'un ou plusieurs polluants. Mais est-ce qu'il y a un seuil? À partir duquel est-ce qu'il y a un seuil critique? Non, il n'y a pas de seuil. On sait que ça dépend de la susceptibilité des gens. Hein. On n'est pas tous égaux devant... On n'est pas tous égaux face à ce danger ubiquitaire qui est la pollution, car elle est partout. Elle n'a pas de frontières, en plus elle est partout. Hein. Là, il y en a, parce que j'ai un petit appareil que j'ai montré tout à l'heure, et j'ai vu qu'ici, il y en a malheureusement. Ça commence à... Peut-être qu'il y a trop de gens et la ventilation n'est pas à la hauteur de la situation. Et puis on a ouvert
Et on n'est pas tous égaux, mais il faut dire que l'OMS, pour protéger la santé des individus, a fixé des seuils. Et que quand on dépasse ces seuils, qui malheureusement sont un peu différents des seuils fixés par la Commission européenne, bon, là, il faut essayer de commencer à faire de la prévention, car il faut protéger les populations humaines, animales, végétales, hein, tout ça. Même le bâti est impacté. Ce n'est pas mon travail, mais par la pollution atmosphérique. D'accord, on aurait plutôt tendance à penser qu'on va en subir les conséquences lorsqu'il y a ce que l'on appelle des pics de pollution, mais ce n'est pas forcément le cas. Non. Il y a, bien sûr... Enfin, c'est le cas quand il y a un pic de pollution, il y a des malades mais le reste du temps aussi. Il y a des malades qui vont très mal quand il y a un pic, hein, parce qu'il manque, surtout c'est les malades respiratoires, hein, mais il manque d'oxygène car la qualité de l'air est diminuée. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est une exposition prolongée à des doses qui ne sont à la limite même pas trop excessives, qui engendrent des mécanismes qui portent au développement de la pathologie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait toujours la distinction entre les effets à court terme et les effets à long terme. Et quand on regarde les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tous les ans, il y a 7 millions de morts dues à la pollution. Et il y a eu un classement des risques. Ouais. Et quand on somme la pollution de l'intérieur des locaux et la pollution de l'extérieur des locaux, le premier facteur de risque est la pollution atmosphérique. Plus que le cholestérol, plus que l'alcool, plus que le tabac. Vous voyez, donc il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Oh, vous allez nous casser le moral là pour Oui, cette fin de journée. Mais on a peut-être quand même, on va revenir aux questions de santé et voir comment aussi s'en protéger parce qu'il y a quand même des solutions. Mais comment ça évolue en Europe? Quels sont les chiffres que l'on a aujourd'hui? C'est important parce qu'on a découvert, on parle beaucoup de la pollution et effectivement de l'air depuis quelques années. Mais comment ça évolue tout ça dans le temps? Oui. Laurence? Oui, alors en effet, il faut regarder, on a la photo actuelle, la façon dont on en parle, ce type d'animation qui montre qu'en effet, ponctuellement, il peut y avoir des pics de pollution. En Europe, si on s'intéresse à la qualité de l'air ou à la pollution atmosphérique en Europe, depuis les 20 dernières années, il y a des études récentes qui ont été publiées, qui font une analyse objective des tendances et clairement, il y a une amélioration. On peut se féliciter. Comme vous appelez l'Europe, c'est notre territoire d'Union européenne. C'est l'étude dont je parle est une étude qui concerne en fait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que même si la tendance est vraie globalement sur toute l'Europe, ça va un petit peu mieux en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est. Donc là, il y a quand même une petite inégalité d'exposition, y compris au niveau des pays européens. Mais c'est un petit peu mieux, c'est nettement mieux. C'est quand même nettement mieux. Alors pourquoi? Parce que justement en Europe de l'Ouest, les pays de l'Union européenne ont mis en place des réglementations depuis plus de 10 ans pour limiter les émissions de polluants atmosphériques. Par exemple, chaque pays est tenu de ne pas dépasser un certain quota pour un ensemble de polluants, un certain quota fixé annuellement. Il faut s'y plier. Et cette politique a finalement porté ses fruits puisque les tendances de concentration de particules, de dioxyde d'azote, d'ozone baissent assez significativement. Le record est obtenu pour le dioxyde de soufre, qui est un polluant extrêmement dangereux, qui était à l'origine, dans les années 50, d'épisodes de pollution mortelle. Et là, maintenant, il n'y a plus de problème de dioxyde de soufre. Pratiquement plus en France, en Europe de l'Ouest. Les émissions ont diminué drastiquement de plus de 60% et les concentrations ont également diminué. Et là, on peut se féliciter. C'est un effort collectif. Ça, c'est le résultat de réglementation européenne. Exactement. Alors, c'est on critique souvent, absolument, mais là, ça mérite d'être souligné. Il y a des effets positifs. Oui, c'est le résultat de la réglementation européenne, de cette fameuse directive sur les plafonds nationaux d'émissions. Les pays, depuis 1999 et même avant, n'ont pas le droit d'émettre plus de tant de kilotonnes de soufre ou d'oxyde d'azote par an. Et là, on a pratiquement
pratiquement réglé le problème du dioxyde de soufre. Parfois, il y a des petites pointes au niveau des raffineries, mais qui sont dues à des conditions très particulières liées à l'activité. Mais tout ça est très contrôlé et globalement, les gens ne sont plus exposés au dioxyde de soufre en Europe de l'Ouest, au moins. Voilà. En Europe de l'Ouest, Voilà. ça veut dire que quoi? Parce qu'il y a une réglementation européenne, ça veut dire qu'à l'Est, ça se passe pas encore ça très veut bien. dire que pour les pays qui sont à l'extrême Est de l'Europe, il y a encore... Alors, présentons-le de manière positive, une marge de progrès, une marge de progression pour diminuer les émissions. Ils n'ont pas eu les mêmes contraintes que l'on s'est imposées. Ils n'étaient pas tout à fait, ils étaient un peu en marge de la réglementation, Alors, on leur imposait pas les disons, mêmes objectifs. la réglementation la plus contraignante, elle concerne l'Union européenne. Et au fur et à mesure de l'enrichissement de l'Union européenne par les pays, les contraintes réglementaires sont arrivées. Mais il y a 20 ans, Oui. il y avait assez peu de pays finalement concernés. Il y a une autre réglementation, c'est celle de l'ONU. Les Nations Unies imposent également de limiter les émissions de tous les pays, donc cette fois de l'Atlantique à l'Oural, mais elle n'est pas assez contraignante. Clairement, elle n'est pas assez contraignante, la réglementation onusienne. D'accord, donc il y a du mieux quand même du côté de l'Europe de l'Ouest, Oui. essentiellement. Oui. Ça signifie que, pas tout de suite, mais dans quelques années, on pourrait constater moins de conséquences sur la santé. Il faut calculer aussi que les nouveaux pays de l'Europe, ils ont du mal à se mettre parce que il y a un parc automobile qui est vieux, mais donc c'est en progression, hein, je pense. Et bon, tout ça, c'est pour la pollution que nous, les êtres humains, on fait. Bon, après, on peut avoir l'incendie en Russie, comme on l'a eu il y a quelque temps, la Sibérie qui brûle, et bien sûr, là, il y a eu des décès, mais c'était pas dû aux activités humaines. Un petit D'accord. peu au changement climatique dont D'accord. on a parlé, vous aviez parlé tout à l'heure, car c'est plus D'accord. aride et ça brûle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça touche tous les organes, ce que Oui. vous annoncez. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe de l'Ouest, ça progresse, c'est bien, c'est nettement mieux. Malgré tout, on est toujours exposé à ces particules fines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions pour s'en protéger? Est-ce que je dois me balader toute la journée avec un masque? Alors, bon, on est aussi exposé parce qu'il faut dire qu'il y a des endroits où, malheureusement, localement, par exemple à côté du périphérique parisien, où on ne voit pas vraiment que ça diminue. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont continuellement exposés, hein, comme Ouais. il était avant, parce que... Ça, ce sont les inégalités oui, sociales voilà, aussi, parce ça, qu'il y a des c'est- gens qui se bravo. retrouvent dans des endroits qui sont extrêmement pollués. Tout à fait. Voilà, ça c'est un problème, c'est les inégalités sociales. Il y a des programmes hein, pour venir au but d'éliminer ces inégalités. Hein. On peut les éliminer en termes de prévention, en termes de protection. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a tout ce que nous pouvons faire. Hein. Je n'ai plus de voiture, par exemple. Je marche. C'est un jeu en général. Donc, Ouais, mais il faut marcher avec le nez et la bouche fermée. alors, le nez, la bouche fermée, c'est compliqué parce qu'il faut Oui. quand même. Oui, oui, mais- bien sûr. Mais Parce vous- que le vous masque, il n'est respirez. pas très. Vous polluez moins si vous n'avez pas de voiture, mais vous respirez la pollution qui est émise. Oui, quand bah, même. si on prend on parle Donc- beaucoup de transport alternatif, de voitures et moyens de transport qui polluent moins, disons. C'est un effort global qui doit impliquer plusieurs participations. Ça va de l'individu à bien sûr des décisions hein, qui D'accord. peuvent être prises en D'accord. termes de mairie. Bon, à Paris, il y a un plan anti-pollution de la mairie D'accord. qui va donner des Bon. fruits, c'est Et évident, puis, qui va faire diminuer la pollution à Paris. Après, Bon, il y a quelques réactions de bon sens, il me semble. Si on veut faire un footing, c'est pas Oui. près du périphérique et à l'heure où il y a beaucoup de pollution, parce que là, on va inhaler beaucoup de choses. Laurence, Absolument. qu'est-ce qu'il y a comme solution possible pour se protéger? Oui. Alors en fait, donc là, il y a quand même donc
même en Europe de l'Ouest, il y a encore le moyen de réduire les émissions. Donc ça, réduire les émissions, c'est la base pour réduire les niveaux de concentration de polluants atmosphériques. Donc il y a encore des stratégies technologiques, avec les nouvelles technologies, notamment des moteurs des voitures, voilà, même si c'est très polémique, il y a quand même des progrès technologiques qui font qu'on va diminuer. On va aussi sur les moteurs thermiques, il y a beaucoup d'efforts qui sont exactement. faits. On a ça. Quand je parlais du chauffage résidentiel, il y a également, on va avoir des chauffages de plus en plus propres, des moyens de chauffage de plus en plus propres. Il faut faire confiance à la technologie. Il y a encore une partie des émissions qui vont être réduites. Après, à plus long terme, malgré tout, nous sommes dans des sociétés industrialisées. Nous avons besoin de notre technologie. Et donc, si on se projette un petit peu à plus long terme, il faudra peut-être penser aussi à faire évoluer la société, à faire évoluer la ville, donc à projeter après, à transcrire la question peut-être en termes d'urbanisme. En effet, pourquoi? Je dis ça de manière un peu provocatrice parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution, mais peut-être que dans 50 ans, il ne faudra plus qu'il y ait plus de personnes qui vivent à côté des périphériques, à côté des zones les plus polluées. Donc une redistribution. Il faut reconcevoir la ville. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas atteindre les niveaux recommandés par l'OMS uniquement en réduisant les émissions. Il faudra repenser un petit peu la ville, repenser la société et se remettre un petit peu en question pour mieux se protéger et limiter cet impact environnemental qu'ont nos activités. Et enlever tout le travail des épidémiologistes de l'INSERM. Mais ils auront plein de travail parce que on va trouver d'autres polluants. Bah oui, vous allez forcément trouver d'autres polluants. Là, on parle que des principaux, de ceux dont on s'occupe maintenant, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai envie de dire... En conclusion. Oui, qu'il faut essayer le moteur à l'hydrogène, parce qu'aux États-Unis, en Californie, j'ai essayé ça, et ça pollue pas. Ça pollue pas, mais il faut faire attention. L'INERIS travaille aussi sur le moteur à hydrogène. Ça peut exploser. Oui, mais non. Donc, on respire mieux. Mais non. Enfin bon, il y a beaucoup de travail aussi. Là, je ne suis pas en train de tuer le moteur à hydrogène du tout. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous informer sur cette question-là qui est quand même essentielle. Merci à l'INERIS, merci à l'INSERM pour tout le travail que vous faites ensemble. Ça fait plaisir de vous voir travailler ensemble en plus. Oui. Comme ça, c'est bien.